Alors ce soir, on va parler de la suite des halakhot, de ce qu'on a le droit ou pas le droit de manger. Et c'est très spécifique ce soir, c'est seulement sur le vin. On sait que le vin est une boisson assez spéciale. Elle peut nous aider à nous réjouir, comme elle peut nous aider aussi à tomber, à cause du fait que quand on boit du vin, on peut être saoul. Et c'est pour cela que le vin, partout, à tout moment, dans tous les endroits, dans toutes les générations, a été une boisson très spéciale. La preuve, on nous fait le kidouche avec, parce que c'est spécifiquement cette boisson qui peut nous faire tomber très bas, qui peut aussi nous faire monter très haut et nous sanctifier. C'est pour cela que les non-juifs aussi ont utilisé cette boisson, le vin, pour leur propre idéologie, pour leur propre façon de penser, pour l'idolâtrie, pour les idoles, pour les statues, etc. C'est pour ça que tout vin d'un non-juif est interdit à la consommation. On ne peut pas boire du vin d'un non-juif, de façon générale. Alors maintenant, on va voir comment ça fonctionne exactement. Il y a différents niveaux. La première base, ce que le Rambam vient de dire dans le premier passage, tout vin qui a été offert à une idole, on ne peut pas le boire, on ne peut pas en profiter, on ne peut pas le vendre. Et s'il y a ne serait-ce qu'une goutte de vin qui est tombée quelque part, tout n'est plus cachère. On ne peut même pas l'annuler. C'est ce qu'on appelle en hébreu yain neser. Vraiment, c'est du vin qui a été utilisé pour la vodazara, pour l'idolâtrie. Et là, on ne peut rien faire. Maintenant, on sait que tout ce qui est idolâtrie, c'est quelque chose que Hachem déteste. Et c'est pour cela que tout vin où on est sûr à 100% qu'il a été utilisé pour de l'idolâtrie, on ne peut plus rien faire avec. Il est automatiquement mis de côté. On ne peut ni le boire, ni l'utiliser, ni le vendre, ni plus rien. On ne peut pas en avoir aucun profit. Non, qu'est-ce qui se passe si c'est le vin d'un non-juif? On ne sait pas maintenant s'il a été utilisé pour l'idolâtrie ou simplement parce qu'il voulait le boire dans son repas. Alors ça, on l'appelle un peu différemment. On l'appelle stam yenam. Ça veut dire du vin d'un non-juif. Un vin ordinaire. Quand même, il est quand même interdit à tout. On ne peut pas ni le boire, ni le vendre, rien du tout. Et ça, c'est qui nous interdit ça? Les chachamim, les sages. Et c'est pour cela que toute personne qui va boire du vin d'un non-juif, plus de 8,6 centilitres, au temps du temple, il recevait ce qu'on appelle makat mardout, c'était les 39 coups que l'on donnait dans ces cas-là. Mais ça, c'est lorsque c'est du vin qui vraiment appartient à un non-juif. Par contre, le vin d'un juif, qui est cachère, mais il y a un non-juif qui rentre à la maison et qui touche notre verre de vin. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Peut-être que lorsqu'il a vu ce vin, il s'est dit, waouh, la couleur est très jolie, je vais bien l'offrir à mon idole. Le fait même qu'il va penser ça va transformer le vin comme s'il avait une pensée pour être à une idole. Et donc, on peut ni le boire, ni même en profiter. C'est à jeter à la poubelle directement. Par contre, si un gars il a touché notre vin, mais sans avoir pensé spécifiquement à l'idolâtrie, c'est même un gars un non-juif qui ne fait pas spécialement l'idolâtrie, mais il a quand même touché. Donc il y a quand même quelque chose, peut-être un doute, que peut-être oui. Dans ces cas-là, on ne pourra pas le boire, mais on pourra le revendre. Au moins, on n'aura pas ça de perdu. Maintenant, il faut savoir que il peut y avoir la possibilité d'esclaves non juifs, qui ont été achetés à des non juifs, qui ont été circoncis et convertis dans un mikvé. À ce moment-là, ils ne font plus partie du peuple non juif puisqu'ils se sont convertis. Dans ces cas-là, même s'ils touchent la bouteille de vin, il n'y a pas de problème. Même s'ils n'ont pas encore vraiment totalement quitté leur façon de penser, à partir du moment où ils sont convertis, ils sont juifs et il n'y a plus de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une servante non juive qui travaille chez un juif
qui sont nés, il y a eu des enfants, et qui ont été circoncis, mais qui ne sont pas encore allés dans le mikvé. Alors, à partir du moment où ils sont adultes, on ne pourra pas le boire, ce vin, mais on pourra le vendre. Par contre, tant qu'ils sont enfants, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, donc ils ne savent pas vraiment ce que c'est l'idolâtrie, puisqu'ils vivent chez un juif. Donc, ça ne va pas rendre le vin interdit, parce que ce sera de toute façon de façon intentionnelle, inintentionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir en Israël, ou même en dehors d'Israël, des non-juifs qui ont accepté les Sheva Mitzvot Ben Noach, les 7 lois noachides, dont il y a aussi le fait de ne pas faire de l'idolâtrie. Son vin est interdit à la consommation, on ne peut pas le boire. Par contre, on peut le revendre. La même chose, on pourrait le laisser seul avec du vin, mais on ne lui laisse pas du vin chez lui à la maison. Et c'est pour cela que tout non-juif qui ne fait pas l'idolâtrie, comme par exemple les Ishmaélites, les musulmans, on ne boit pas de son vin. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec, à quoi il va penser lorsqu'il va l'utiliser. Mais on peut par contre le revendre sans aucun problème. Par contre, toute personne qui est idolâtre, même le fait qu'ils ont simplement touché la bouteille, on ne peut même plus revendre la bouteille parce qu'il y a même un doute, ne serait-ce que peut-être ils ont utilisé ce vin avec une pensée idolâtre. Maintenant, de façon générale, lorsque dans le Rambam, on utilise le mot goy, des fois on utilise le mot oved avodazara, et des fois on dit goy simple. C'est quoi la différence? Alors en fait, ça va dépendre si on appelle ce non-juif un idolâtre ou pas un idolâtre. Chaque fois que l'on dit le mot goy, c'est qu'il est idolâtre. Sinon, on précise que c'est un ishmaélite ou autre. C'est pour cela que chaque fois que l'on va voir dans le texte un non-juif a touché du vin, c'est qu'on parle de quelqu'un qui était idolâtre et donc va rendre le vin interdit à la consommation et même interdit aussi à le revendre. Par contre, il y a un détail extrêmement important qu'il faut faire attention à ne pas mélanger. Première base, c'est que le vin qu'un non-juif pourrait offrir à ses idoles, ses statues, c'est qu'un vin qui a une certaine qualité. Un vin de bonne qualité, un vin qui n'a pas été cuit. On a une question. Un non-juif qui offre une bouteille de vin cachère à un juif, mais qui l'a touché auparavant, que se passerait-il? Alors, à partir du moment où la bouteille était fermée, c'est ce qu'on va apprendre bientôt, en soi, ce n'est pas problématique. Il y en a qui sont mahmir, c'est-à-dire qui sont plus durs là-dessus. On a le droit de le boire parce que la bouteille était scellée, donc il n'y a pas de problème. Par contre, ils ne font pas le kidouche dessus. Parce que pour le kidouche de Shabbat, on essaie de vraiment avoir un vin qui est 100% top. Mais ça, c'est une khumra, il n'y a pas une obligation à faire ça, parce qu'à partir du moment où la bouteille était fermée, il n'y a pas de souci. Par contre, si elle est ouverte, là, on ne peut plus le boire du tout. Merci, Ram. Alors, pour revenir à ce qu'on a parlé tout de suite, il faut que le vin, pour qu'il puisse devenir interdit, il faut que ce vin soit apte à être offert à des idoles. Et donc, tout vin qui est cuit, par exemple, et c'est pour cela que des fois, vous verrez sur les bouteilles Mevouchal, c'est un vin qui a été cuit, ou alors, comme on va apprendre plus tard, qui a été coupé avec de l'eau, avec du vin qui a tourné, avec du vinaigre, etc. Alors, on va voir les détails, des fois oui, des fois non, mais à partir du moment où le vin a été cuit, il n'y a plus de problème, parce que le vin qui a été cuit n'est plus, entre guillemets, apte à être offert pour les idolâtres, pour les idoles. Et donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas penser à être utilisés pour l'idolâtrie. Et donc, on peut boire sans problème, si on a une bouteille de vin Mevouchal à la maison, quand on a un non-juif qui mange avec nous à table, de sortir cette bouteille, il peut prendre la bouteille dans les mains et il n'y a pas de souci. Encore une fois, je répète, à partir de ce moment-là, s'il a touché la bouteille, il y en a quand même qui sont marmires de ne pas faire le kidouche avec. Mais en soi, ce n'est pas interdit. Maintenant,
ce qu'on appelle les Géonés Amaharav, les sages d'Occident, ont rajouté un détail, une directive assez intéressante, qu'à partir du moment où le vin n'est plus 100% vin, par exemple on a rajouté du miel, ça a été mélangé avec du levain, c'est plus non plus apte à être offert sur les autels des idolâtres. Donc c'est comme si le vin était cuit, ou comme si c'était considéré comme de la bière. Et donc ce sera permis, même si le non-juif va le toucher. Oui, c'est exactement ça. Le vin cuit ne peut pas être offert à l'idolâtrie parce qu'il n'est plus noble. C'est exactement ça. C'est pour cela qu'on n'a pas de crainte que ce vin va être utilisé ou pensé à être utilisé pour l'idolâtrie, et donc on pourrait le boire sans problème. Alors à partir de quand le vin d'un non-juif va être interdit? Est-ce que c'est que quand il est déjà dans la bouteille? Est-ce que c'est seulement s'il a fait une bénédiction dessus? Comment ça marche? En fait, à partir du moment où on fait commencer à écraser le raisin pour qu'il devienne du vin, même s'il n'est pas encore arrivé dans la citerne, il est encore dans le pressoir, si le non-juif va le toucher, c'est fini. Tout n'est plus cachère. Il faut tout enlever, il faut tout cachériser, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que les non-juifs ne rentrent pas dans l'usine où on fait du vin. Même le directeur non-juif ne peut pas rentrer dans son usine quand on est en train de faire du vin cachère. Donc c'est pour ça que ce n'est pas toutes les usines qui sont d'accord, parce que c'est des lois qui ne sont pas évidentes. Et on va apprendre maintenant comment faire pour cachériser les endroits pour qu'on arrive dans un endroit où en général ils font du vin non cachère, pour pouvoir utiliser les mêmes tonneaux, les mêmes endroits, les mêmes, les mêmes pressoirs, etc., pour qu'on puisse les utiliser nous aussi pour faire du vin. Parce que pour cachériser du vin, c'est très compliqué. Et c'est ce qu'on va apprendre tout de suite. Maintenant, il faut savoir qu'il va y avoir des différences. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un non-juif qui rentre dans l'usine au moment où on fait du vin? Alors, s'il a simplement vu, ça dépend le cas, si c'était ouvert, si c'était fermé. S'il a vu sans le toucher et il y avait la surveillance d'un juif, alors on ne peut plus boire, mais on peut le revendre. Mais pas un juif, bien sûr, puisqu'on ne peut pas le boire. Le vinaigre non plus, c'est considéré comme yain nesser. Tout vinaigre de vin, bien sûr. Bonne nuit, tout le monde te voit. Ouais. Donc, c'est pour cela que de façon générale, quel que soit le problème, s'il y a un non-juif qui est là pendant qu'on fait le pressoir du vin, on a un gros souci dans la cacheroute du vin. Même si on sait qu'il y a des fois où on est plus cool, selon si c'était ouvert, si c'était fermé, s'il a mangé un raisin et qu'il n'a pas touché le liquide, etc., on ne rentre pas dans ces soucis, tellement c'est compliqué. Et c'est pour cela aussi qu'à partir du moment où la peau ou les pépins de raisin qui ont été utilisés pour faire du vin, étant donné que le liquide du vin a déjà été touché par le non-juif, eux-mêmes, cette peau ou ce pépin, sont mouillés par ce vin interdit, on ne peut même pas les manger, ni la peau, ni les pépins, et tout ce qui va venir de là sera interdit. Il faudra attendre plus de 12 mois, donc 1 an qu'ils ont été séchés, qu'il n'y a plus d'humidité du tout, et seulement après on pourra les manger. La même chose pour la lie de vin. Pour tout, à partir du moment où tout est sorti, il n'y a plus d'odeur de vin, etc., dans ces cas-là, après 1 an, ce sera seulement fermé. Maintenant, comment faire pour cachériser? Parce que le problème du vin, c'est que ça garde une certaine odeur, une certaine force dans les tonneaux en bois à l'ancienne, qui sont extrêmement importants pour donner un certain goût au vin. Ce qui fait que quand on va mettre notre vin, ça va y rajouter quelque chose à l'intérieur, même s'il est plus mouillé, même s'il est plus... ça va faire absorber quand même à l'intérieur quelque chose du vin d'avant. Donc, il y a différentes possibilités. C'est pour cela, par exemple, qu'il y a des whiskies qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas boire, pardon, parce qu'ils sont faits, ils macèrent dans des tonneaux de vin non cachère. C'est ça qui fait toute leur qualité. Et étant donné que c'est du vin qui est non cachère, eh bien, tout le whisky aussi devient non cachère. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même. Il y en a qui sont cachères, il y en a qui ne sont pas. Il faut aller voir le site du consistoire pour vérifier. Alors maintenant, comment faire? Regardez, tout est marqué ici. Première chose, on a expliqué les 12 mois. Donc, on les laisse vieillir 12 mois. Si pendant 12 mois, on ne les a pas utilisés, on peut maintenant les utiliser pour le cachère. Vous imaginez bien que dans les usines, c'est un petit peu compliqué d'attendre 12 mois sans faire tourner l'usine. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors les remettre au feu
Donc, jusqu'à que la poix qui les recouvre s'assouplisse, jusqu'à qu'elles soient chauffées. Donc, il faut les cachériser au feu. C'est pas du tout évident non plus quand c'est des trucs en inox qui font 3 tonnes et qu'on ne peut pas bouger, voilà, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la troisième possibilité. On va mettre de l'eau pendant 3 jours, 72 heures. On verse, on change l'eau tous les 24 heures. Et donc, à ce moment-là, l'eau qui va aller pendant 24 heures va attirer, va absorber tout l'odeur, la force, le goût qu'il pourrait y avoir dans les parois. À partir de ce moment-là, on refait ça encore un jour et encore un jour. Après 3 jours, normalement, il ne va plus rester aucune possibilité de transmettre ni goût, ni odeur au vin cachère que l'on va mettre à l'intérieur. OK? Tout ça, c'est à partir du moment où, bien sûr, ce sont des tonneaux qui ont été utilisés pour faire du vin non cachère. Et si on n'a pas fait cette cachérisation, même si on a fait tout le vin convenablement, eh bien, il n'y a rien de cachère. Parce que, malheureusement, ça a transmis un petit peu de ce vin non cachère à l'intérieur. Et comme on a expliqué, c'est pour le vin, on est très, 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 très dur. Et donc, ce n'est plus cachère du tout. Par contre, pour la bière, c'est différent. On n'a pas besoin de purification, on n'a rien besoin. La même chose à l'inverse, si on a mis de la saumure non cachère, etc., à partir du moment où on a attendu 24 heures, enfin, cachérisation, on va dire normale, il n'y a plus tellement de soucis de mettre quelque chose de cachère à l'intérieur. Mais ça, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous, on parle vraiment du vin. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on achète un non-juif des récipients qui sont neufs? On le voit parce qu'il n'y a pas eu de poids à l'intérieur. Du poids, c'est une sorte de produit que l'on met sur le bois pour qu'il permette d'être totalement, pour ne pas que ça puisse couler. Donc, c'est, je ne sais plus comment dire en français. Étanche. Pardon? Étanche. Étanche, merci beaucoup, Razak. Donc, pour que ce soit totalement étanche. Donc, si on voit qu'il n'y a jamais eu de poids à l'intérieur, donc c'est-à-dire que ça n'a vraiment jamais été utilisé, donc en soi, il n'y a pas de souci, puisqu'il est tout neuf. Donc, bien sûr, il faudra tremper dans un migré, s'il n'y a pas photo. Mais il faudra aussi les laver, même qu'ils sont neufs. Pour le vin, on est tellement fait attention qu'on fait très très attention même à le laver avant. La même chose pour un récipient peut-être qui a été juste mis à l'intérieur pour le vider, etc. Mais ce n'est pas pour conserver le vin vraiment pour plusieurs jours. Alors on pourrait l'utiliser, mais il faut toujours le rincer avant et ce sera suffisant. La même chose, une coupe en terre cuite qui est un non-juif a bu à l'intérieur, eh bien, pour pouvoir boire avec, il faudra, comme on l'a déjà expliqué, le laver 3 fois, 24 heures, 24 heures, 24 heures. Maintenant, si c'est recouvert de plomb, c'est un petit peu différent. Parce que le plomb, c'est tellement fort qu'avant que ça puisse rentrer à l'intérieur vraiment et que le vin puisse laisser une certaine marque qui va ressortir plus tard, c'est quasi impossible. Et c'est pour cela que le fait de rincer, normalement, rincer et laver bien sûr avec un peu de savon, ça devrait être suffisant. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui on n'utilise plus le plomb, mais quand même c'est quelque chose à savoir. Et c'est pour cela que de façon générale, tous les plombs qui sont utilisés, blanc, rouge ou noir, sont permis. Pas besoin de cachérisation, rien. Par contre, si c'est du plomb vert, là, c'est différent parce que cette sorte de plomb, ce mélange de plomb avec d'autres choses, vont quand même absorber une certaine partie et donc, on ne pourra pas réutiliser ces mêmes récipients pour du vin cachère. Alors, un pressoir à vin. Il y a différentes façons comment ce pressoir existe. Il y a les pressoirs en pierre ou en bois. Et on a expliqué qu'à partir du moment où le non-juif a touché le vin, il est déjà plus cachère. Ce qui veut dire que si quelqu'un, un non-juif, a pressé dans ce pressoir qui a déjà été enduit de poids pour le rendre étanche, eh bien, il faudra le laver à l'eau et à la cendre 4 fois. Pourquoi la cendre? Parce que ça va faire un petit peu chauffer, ça va essayer, et en même temps, ça va enlever le goût du vin, puisque ça va y mettre ce goût de cendre. Seulement après, on va devoir attendre que ce soit bien sec et on pourra alors faire le pressoir du raisin à l'intérieur. Aujourd'hui, ces pressoirs n'existent quasi plus, puisque c'est tout un petit peu en machine. Et donc, on attend premièrement les 24 heures sans utilisation propre.
Et on va faire la cachérisation, comme on en a parlé avant, 24 heures, 24 heures et 24 heures avec de l'eau à l'intérieur avant d'utiliser le pressoir. Par contre, il y a des fois où, avant, dans ces pressoirs, on avait enduit de poids. Le problème, c'est que ce poids-là va va macérer dans du vin non cachère. Donc, il faudra gratter une certaine partie, et des fois même tout, pour être sûr que le poids ne va pas rendre ce goût ou cette odeur de ce vin qui était avant. Et c'est pour cela que ou on fait vieillir pendant 12 mois, ou on fait les 3 fois 24 heures, 72 heures, et à ce moment-là, on pourra utiliser ce pressoir ou autre. Lorsque c'est de terre cuite, on ne peut pas le cachériser. Parce que tout ce qui est terre cuite, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que la seule possibilité sera de le chauffer suffisamment pour que, quasi c'est du rouge, pour que le poids s'assouplisse, pour qu'il ne reste plus rien. Et par contre, si en fin de compte, on a quand même fait la cachérisation, on pourrait l'utiliser, mais de façon générale, on ne le fait pas. Maintenant, le filtre, il faut savoir qu'à partir du moment où on a fait du vin, c'est-à-dire qu'on a écrasé, après le vin il va passer avec plein de choses, avec des grumeaux, avec un peu de peau, des fois même des pépins. Donc il faut que ce soit le plus lisse possible. Donc c'est filtré plusieurs fois. Alors ça peut être filtré de différentes façons. C'est fait avec des poils de chèvre, c'est fait avec de la laine, voilà, avec beaucoup du lin, etc. Il y a différentes façons de faire les filtres. Et chaque filtre est différent. Et c'est pour cela que les lois de ces filtres seront aussi différentes. Il y en a que simplement le laver, c'est suffisant. Si on prend de la laine, il faut le laver à l'eau avec de la cendre aussi 4 fois. Si c'est du lin, il faut le laisser vieillir 12 mois. S'il y a des nœuds, on doit les défaire avant. Donc, il y a vraiment différentes façons comment on peut faire. Et ça, ce sera la même chose pour tous les ustensiles, les paniers qu'on va utiliser pour écraser le vin. Aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est tout en machine, mais de façon générale, on doit des fois les faire sécher, faire attention qu'ils soient vieillir 12 mois, etc. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut lorsqu'on fait du vin cachère. Il y a vraiment beaucoup de détails qui sont très compliqués. Alors, étant donné que tous les ustensiles qu'on a utilisés pour faire du vin, le non-juif pourrait aussi, lui aussi, les utiliser. Quand on arrive dans une usine, tout ce qui a été utilisé n'est pas cachère. Et on doit tout cachériser, de A à Z, avant de pouvoir les utiliser pour du vin cachère. Alors, il y a des choses comme des planches, les cylindres, les balais. En fin de compte, on n'a pas vraiment fait quelque chose, ça ne va pas se mélanger dans le nouveau vin. Donc, il suffit de les rincer. Il y a des choses qu'on ne doit pas seulement rincer, mais on doit bien essuyer. Il y a des choses qu'on doit laisser vieillir. Il y a des choses qu'on doit carrément purifier. Il y a des choses qu'on va cachériser à l'eau bouillante. Il y a des choses. Donc, tout va dépendre de quoi. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Qu'est-ce que l'on va utiliser pour faire le nouveau vin? Qu'est-ce qui va toucher le raisin? Qu'est-ce qui va toucher le liquide du nouveau vin? Et c'est ça qui va faire la différence de qu'est-ce qu'on va devoir cachériser à fond et qu'est-ce qu'on va simplement rincer. Cela sera suffisant. Alors, pendant le temps où on était en Eretz Israël, et qu'il n'y avait que des juifs en Israël. À partir du moment où un juif vient nous vendre du vin, on ne pose pas la question t'es religieux, t'es pas religieux, c'est cachère, c'est pas cachère. On sait que c'est cachère. Si par contre, on sait que c'est quelqu'un qui avait des doutes, s'il faisait Shabbat convenablement ou s'il avait tout le temps du vin cachère ou pas, on pose la question, bien sûr, parce qu'il y a un soupçon. Quand on achetait de la terre dehors d'Israël, on achetait le vin seulement à une personne dont on était sûr que c'était quelqu'un, que l'intégrité était au top et qu'on savait qu'on allait acheter de la viande cachère. Aujourd'hui, on n'achète pas de vin comme on veut. Seulement s'il y a un tampon cachère. Et encore, un tampon cachère qu'on est sûr que le rabbin est convenable et que l'on sait qu'il a fait le travail convenablement. Parce que comme vous venez de comprendre, c'est pas si évident de faire du vin cachère. Et ça vaut pour la viande, ça vaut pour le fromage, ça vaut pour un morceau de poisson. À partir du moment où on va acheter de la nourriture, on doit faire attention à qui on l'achète parce qu'on ne sait pas si c'est cachère à 100%. Voilà pour ce soir. Donc, on a pu apprendre pas mal de choses assez intéressantes. Si vous avez des questions, Bevakasha. Oui, Rabbi, au moment d'accueillette, si c'est des non-juifs qui font la cueillette et Oui. qu'il y a quelques raisins qui se sont écrasés. Ça, c'est pas du vin qui va être utilisé parce qu'il n'est pas à côté du pressoir et c'est pas quelque chose qui va. C'est-à-dire que ça n'a pas été pressé pour être devenu du liquide. Donc, ça n'a pas été pensé à être utilisé pour Ouais. faire du vin.
Donc, ce n'est pas un problème. Mais il faut savoir que quand même, on essaye toujours que ce soit les Juifs qui vont chercher quand même le raisin lorsqu'on veut vraiment faire autre. D'accord, ok. D'autres questions? Tout est clair, il faut que tout soit fait par les Juifs. C'est ça, pour résumer. En fait, le visage est tellement grand qu'il ne faut pas mélanger. Là, il n'y a pas de question. Voilà. Mais juste que si un gars il voit le pressoir, le vin dans le pressoir, ça rend déjà le vin non cachère. Si le pressoir est ouvert, si le pressoir est fermé, c'est comme une bouteille fermée, donc il n'y a pas de problème. Ah ouais. Même savoir... sans toucher, quoi. Ouais, oui, bien sûr, on parle sans toucher. Il faut savoir qu'il y a déjà eu un problème dans une usine où un juif avait touché le mur extérieur du bâtiment qui faisait partie de la cuve, parce qu'en fait, ils avaient intégré le mur avec la cuve. Donc, en fait, en touchant le bâtiment, on touche la cuve. Et bien, ils ont dû tout jeter. Et ils ont appris le truc et ils ont fait un autre mur à côté pour que quand on touche le mur, on ne touche pas la cuve. Donc, c'est vraiment pas évident. Il y a vraiment des lois qui sont très, très, très compliquées. Donc, il faut faire très attention quand on fait du vin. C'est pour ça que c'est que des gens qui sont moumkhim. C'est vraiment des gens que c'est leur métier. La cachérisation du vin, ça prend du temps et ça prend beaucoup de temps de cachérisation. Ça coûte très cher à faire. Et c'est pour ça que la différence de prix de bouteille peut différer entre l'une et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser des vins qu'on voit dans les boutiques? Par exemple, des grands vins français qui sont cachers. En général, on peut faire confiance que le travail a été fait de façon convenable. Après, c'est comme tout. Il y a cachère et il y a cachère. Il y a cachère. C'est comme tout. Hein. Avec un petit C, avec un grand C. C'est exactement ça. Mais on ne peut pas dire que c'est pas cachère. Si Laurent va dire que c'est cachère, il prend sur lui la responsabilité de dire que c'est cachère. Ouais. Sauf si vous savez que c'est un arabe qui ne fait pas du tout attention, qui n'est même pas sur place. On ne parle pas de ce cas-là, on parle d'un arabe quand même convenable, bien sûr. Mais c'est comme tout. Vous pouvez avoir dans la shrita, par exemple, où il y a seulement 3-4 personnes juives qui travaillent, tout le reste c'est des non-juifs, et puis vous avez des mashretot où ils sont 15 à travailler de juifs parce qu'ils veulent être sûrs qu'il n'y a même pas un doute que peut-être quelque chose s'est passé. En fin de compte, ça reste cachère les deux. Mais il y a cachère et il y a cachère. C'est tout. Pas compliqué. Mais le prix ne sera pas le même. C'est comme vous achetez de la viande cachère et de la viande glatte. Bah, le cachère, c'est cachère. La halakha nous dit c'est cachère. La glatte, c'est qu'il n'y a même pas eu un doute que peut-être ce n'était pas cachère. Donc, on est sûr à 100%. La différence de prix se voit aussi. C'est comme ça. Ouais. Rav, est-ce qu'il est possible qu'un vin soit fait de manière cachère et que ce soit pas noté du tout sur les bouteilles? Par exemple, Baron de Rothschild. C'est ça. La famille de Rothschild. C'est pas spécialement cachère. Mais est-ce que ça pourrait arriver? Qu'on ne stipule pas que ce soit cachère et que c'est fait de manière cachère. Quelqu'un qui travaille dans le vin, il vous ramène une bouteille, il vous dit ça c'est la bouteille, il n'y a pas le tampon, mais c'est moi j'y étais. Vous pouvez lui faire confiance. Mais si vous allez dans un magasin, il n'y a pas le tampon, c'est qu'il n'y a pas de tampon. Ouais. Il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de tampon. Même si c'est Rothschild. Même si c'est Rothschild, oui. En plus, si c'est Rothschild. Non, c'est. Ça a l'air très, très, très strict pour le vin. Ça a l'air très strict. Oui, parce que ça a trait à l'idolâtrie. Et ça, c'est quelque chose de très, très grave. Ouais. Et pourquoi la viande n'a pas attrait à l'idolâtrie? Parce qu'on amène aussi des victuailles aux idoles. Oui, mais non. Non. Parce que de façon générale, j'imagine que ce qu'ils amènent, ce n'est pas des petits morceaux de cuisse de poulet, c'est sûrement le poulet entier ou la vache entière. Donc... Mais, une question à côté. L'huile, par exemple, l'huile, oui. Qui est aussi un liquide qu'on utilise dans le Beth Amikdash, etc., etc. Oui. Est-ce qu'il a aussi les mêmes impératifs? Non, pas les mêmes impératifs que le vin.
Il y a toute une discussion là-dessus, mais vraiment une discussion extraordinaire. Je pourrais prendre des heures pour comprendre comment est-ce que comment ça sort en fin de compte, parce que la question que vous venez de poser est très grande. Donc il y a une grande discussion avec Hillel et Shammai. Shammai a été prêt à donner sa vie pour que les gens fassent attention de manger, de boire seulement et d'utiliser de l'huile cachère à 100%. Et c'est pour ça que de façon générale, il faut vraiment essayer toujours, si possible, de prendre de l'huile cachère. Mais depuis beaucoup de générations quand même, on se permet beaucoup de prendre de l'huile qui est pas spécialement avec un tampon, mais qui a été vérifié qu'il n'y a pas d'autres mélanges. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus comme avant, où il y avait la possibilité de faire des mélanges, où il y avait la possibilité d'être utilisé pour l'idolâtrie comme avant. C'est plus comme avant. Mais le vin, c'est quelque chose de très connu, beaucoup plus que l'huile. Et c'est pour cela que l'huile, on est un petit peu plus cool, alors que le vin, c'est strict à 100%. Merci. Avec plaisir. All right. Eh ben, bonne chance pour demain, alors. Bien, merci beaucoup. Et comment ça se passe pour le Homer? Vous arrivez à tenir? On essaye. Hein. On compte. De toute façon, même si on a raté la bracha, c'est pas grave, on peut faire quand même tous les jours. Hein. Pas de différence. Ah, parce qu'on ne peut pas faire la bracha, mais chaque jour c'est une mitzvah, donc il faut compter. Pas désespérer. Faut se préparer à recevoir la Torah. All right. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Bonsoir. Merci. Zach. Zach. Merci.